là, présents aussi nombreux, c'est vraiment une très très belle surprise. Je vais avant tout céder la parole au président du tribunal de l'entreprise, Monsieur Paul Dayer, qui a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous accueillir pour cette première rencontre interprofessionnelle entre stagiaires avocats et stagiaires experts comptables. Je lui cède immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Claes. C'est toujours un plaisir. Et je remercie tant l'ITAC Le Barreau et je salue Madame la Dauphine d'ailleurs. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver ici. Alors, on m'a demandé d'être bref, ce qui pour moi est une gageure, mais je vais pas parler plus de 5 minutes. D'abord, vous remercier d'avoir bien voulu nous rejoindre et vous dire que tant les stagiaires avocats et les stagiaires comptables ont un point commun. Ce point commun, et vous en êtes peut-être pas toujours conscient, c'est que pour nous, l'un et l'autre, vous êtes des professions assermentées. Okay ? Alors ça paraît anodin, mais pour nous les juges, qui prêtons également serment, cela veut dire que nous vous croyons par principe sur parole. Je vais commencer par les avocats. Bien sûr, les thèses que vous défendez sont des thèses que nous départirons. En revanche, il y a des choses sur lesquelles nous exigeons de croire les avocats sur parole. Ce sont les faits que vous allez énoncer, non pas les faits dans les causes, mais si vous nous dites qu'il y a des choses, on s'attend à ce que vous ne nous trompiez pas. Ça a l'air idiot, mais l'avocat est un auxiliaire de justice. Et cet auxiliaire, il a une double tâche. Il doit préparer son dossier. Encore ce matin, à l'audience, et nous en avons discuté entre nous, parfois nous avons l'impression que le tribunal, et je dis avec un peu d'humour, que le tribunal doit se substituer à l'avocat. Ce n'est pas le rôle. Le tribunal ne peut pas et ne sera jamais l'avocat des parties. Okay ? Ce n'est pas parce qu'on est très gentil et qu'on vous demande parfois aux jeunes avocats ce qu'ils souhaitent. Nous attendons des jeunes avocats qu'ils soient le porte-parole de leurs clients, c'est-à-dire que vous ayez formulé vos demandes de façon claire et précise, que vous sachiez exactement ce que vos clients souhaitent. Je reconnais, j'ai été à votre place, que très souvent, il n'est pas facile de savoir ce que veut le client. Ça, mais nous attendons de vous que vous nous présentiez un dossier picobello, c'est-à-dire un dossier dans lequel on ne doit pas se poser la question de savoir ce que vos clients souhaitent, premier élément. Que vous vérifiez la compétence du tribunal, que vous vérifiez, bien sûr, le caractère licite, et on revient au caractère assermenté de la demande qui nous est faite. Je vais y venir pour les comptables, c'est encore plus important pour les comptables encore que les avocats. Mais surtout que vous ayez la plus-value pour le tribunal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas votre client. Surtout pas. Je sais bien qu'il faut manger et que le client est parfois exigeant, mais vous êtes le premier juge de votre client, on vous l'a déjà dit, mais pour nous, c'est capital. Soyez véritablement ce premier juge. Quand, je vais le dire platement, quand une demande vous semble non fondée ou carrément foireuse, passez-moi l'expression, il y a des techniques pour le faire comprendre au tribunal. N'engagez jamais votre responsabilité pour un dossier, ça n'en vaut pas la peine. Et très important, et je me permets quand même de faire passer le message pour les jeunes stagiaires, vous savez que le barreau est en train de négocier avec nous, et c'est accepté par le Conseil, un projet conclusion. Soyez bref et précis dans vos conclusions, soyez to the point, c'est-à-dire n'essayez pas de rallonger une cause. Ça nous agace, c'est pas dans votre intérêt, parce qu'il y a des causes qui méritent de longs débats. Et dernière chose, venez aux audiences d'introduction, vous verrez, d'abord on s'y amuse énormément, et deuxièmement, ça permet parfois de prendre des choses en bref débat. Bref, soyez notre allié et on vous traitera comme tel. Vous savez que pour nous, le barreau, et je vais employer un mot qui n'est plus du tout à la mode, le barreau est et doit demeurer une profession d'élite. Vous devez appartenir à une élite et à rien d'autre. Ça, c'est très important pour moi. Le barreau est une profession d'élite qui est un auxiliaire de justice. Et ça n'est pas une profession commerciale au sens strict du terme, même si aujourd'hui vous êtes considéré comme une entreprise. J'ai dit qu'il y avait un point commun avec les stagiaires. Tu vois, Micheline, je vais respecter mon temps de parole. Ce point commun, c'est le serment. Les
stagiaires de l'ITA, c'est encore plus important parce que vous devez certifier les comptes. Alors, je sais bien que c'est le revisorat qui certifie les comptes, mais pour nous, quand le comptable dépose un bilan, c'est comme s'il l'avait certifié. Bien vous dire ça. Et un comptable qui a balancé, passez-moi l'expression, des comptes qui ne sont pas fidèles en termes économiques et en termes financiers, ça nous agace, ça nous trompe et in fine, ça nous fait perdre du temps. Nous mettons beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération de comptables, non pas que l'ancienne n'était pas bien, mais nous voudrions véritablement que quand je m'adresse à un comptable de l'ITA, que je puisse me dire, et je parle sous le couvert de l'excellente Missing Class, on siège ensemble très souvent le jeudi, on peut se dire, bon ben voilà, c'est comme ça dans les comptes, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est la réalité économique. Donc vous avez ceci en commun avec les avocats, je ne vous parlerai pas des obligations sétives, ce n'est pas l'objet du jour, mais vous avez également cette obligation de crédibilité. Il y a des faits sur lesquels nous devons pouvoir nous baser en disant ben, le comptable a dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Et dernière chose, lorsque votre client fait des choses illégales, vous savez que vous avez la possibilité, sinon l'obligation, de nous les dénoncer. Je ne parle pas des dénonciations sétives, mais c'est de nous écrire. Beaucoup de vos aînés le font et je les félicite. Ils nous écrivent et ils envoient une lettre à la Chambre des entreprises en difficulté. Franchement, vous allez y gagner en crédibilité et en force. Voilà les deux messages que j'avais envie de vous faire passer. Et donc, je vais céder la parole parce que sinon, je pense que je vais dépasser les 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore 1000 fois merci de votre accueil. Je voudrais simplement, avant que de vous dire ma très très brève introduction, parce qu'aujourd'hui je serai la gardienne du temps, si vous le permettez, c'est d'abord et avant tout de remercier notre président Paul Dayer qui est ici présent. Je voudrais aussi remercier le président des juges consulaires, Monsieur Mohamed Mehaet, qui est aussi présent, Marie Dupont, qui m'a soutenue dans cette initiative, et Monsieur Gérard Delvaux, qui, pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je voudrais simplement souligner que ce tribunal est la maison des entreprises. Chaque semaine, des dizaines d'entreprises se retrouvent en ces lieux, entourées par leurs deux plus proches conseillers, d'une part le conseiller des chiffres et d'autre part le conseiller du droit. Aujourd'hui, ce tribunal n'est pas seulement le lieu des conflits ou des problèmes, c'est surtout un lieu d'accompagnement. En effet, chaque entreprise qui naît est faite pour durer. Pour cela, elle a besoin d'une structure financière et comptable correcte et fiable, et par ailleurs, elle a aussi besoin d'un cadre juridique, donc des statuts, bien pensés, afin de pouvoir anticiper les risques éventuels de sa propre vie comme entreprise. En bref, et je laisserai immédiatement après la parole aux 4 ambassadeurs, des capitaux de départ suffisants et prudemment établis avec l'aide d'un expert et une charte statutaire bien conçue sont 2 des 3 piliers de la réussite d'entreprise. Le 3e pilier étant bien entendu l'entrepreneur qui croit en son projet et qui prend les risques. Merci encore à vous tous d'être présents pour l'intérêt que vous manifestez et pour les encouragements que vous allez apporter à cette première initiative. Alors, moi, pour ma part, je vais essayer d'introduire le sujet du passage en société en vous parlant de 2 des éléments qui sont à la base de ce choix, à savoir, premièrement, quel est l'intérêt que peut avoir un entrepreneur, un professionnel, de faire le choix de passer en société. Et ensuite, je vais vous parler des 2 formes de société les plus habituelles, à savoir la SA et la SRL, pour vous permettre de comprendre un petit peu quelles sont les différences majeures qu'il y a entre ces 2 formes. Alors, en premier lieu, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de règles fixes qui vont guider le choix de passer ou non en société. C'est en réalité un choix d'opportunité
qui s'imposera à l'entrepreneur et au professionnel en fonction des circonstances qui lui sont propres. Néanmoins, on peut quand même épingler dans la pratique et habituellement quelques motifs particuliers qui ont tendance à motiver ce choix. Je ne traiterai pas de questions fiscales parce que le temps imparti est relativement court et donc je me focaliserai sur les quelques points que je trouve intéressants. Le premier, c'est un des principes fondateurs du droit des sociétés, vous le connaissez je crois tous, c'est la séparation du patrimoine. Comme vous le savez probablement, la société, une fois constituée, jouit d'un patrimoine qui lui est propre. Un patrimoine qui lui est propre et qui est donc distinct de celui de ses fondateurs et actionnaires. Typiquement, ce choix peut être motivé par la volonté et le souhait de n'affecter qu'une partie limitée de son patrimoine personnel au risque de l'activité professionnelle. C'est une façon d'éviter de mettre l'intégralité de son patrimoine en gage d'une activité. Et c'est ce qui va notamment expliquer pourquoi, dans notre paysage économique, ce sont les SA et les SRL, qui sont des formes à responsabilité limitée, qui sont le plus courantes. Mais ça, je crois que Delphine vous en parlera un petit peu plus quand il s'agira de la responsabilité des fondateurs, actionnaires et administrateurs. L'un des deuxièmes choix, qui est assez capital pour l'entrepreneur, c'est la question du financement et des projets d'évolution. Il est généralement plus aisé de trouver un financement extérieur et d'intéresser des investisseurs tiers lorsque on leur donne l'occasion d'entrer dans le capital d'une société, de participer directement dans cette société, que ce soit à sa constitution, lors d'une augmentation de capitaux propres ou simplement lors d'une cession d'une partie des titres. C'est une façon assez judicieuse de développer ou en tout cas d'anticiper le développement de son activité économique tout en pouvant maintenir un certain contrôle. Il y a énormément de mécanismes dans le droit des sociétés qui permettent de faire ça de manière assez astucieuse. Et c'est justement, je crois, la flexibilité de notre droit actuel qui permet aux investisseurs de laisser un peu libre cours à une certaine forme de créativité pour organiser ça selon des modalités qui conviennent à l'ensemble des parties prenantes. Et on peut par après assortir ce genre d'opérations de pactes d'actionnaires ou d'autres conventions qui permettent de manière générale de garder un contrôle efficace de la société. Et alors, un troisième point qui peut justifier ou qui pourrait justifier l'envie de passer en société, ce sont des questions de planification. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas parler d'aspects fiscaux, ce n'est de toute façon pas vraiment mon expertise, mais il est vrai que la transmission de biens peut être plus aisée lorsqu'on utilise le véhicule et l'intermédiaire d'une société. S'agissant par exemple de biens immobiliers, il peut s'avérer parfois plus simple, moins onéreux, de céder des titres, à savoir des actions d'une société qui aurait dans son patrimoine un bien immobilier, que de céder directement le bien immobilier. Mais ces trois exemples ne sont vraiment pas des règles en soi. Chacun peut avoir les motifs et les raisons qu'il souhaite pour faire le choix de passer en société. Mais peu importe ce qui motive, tout entrepreneur passera par la même étape, et c'est celle, et je crois que Mme Claes nous en a déjà un peu parlé, c'est l'élaboration des statuts. L'élaboration des statuts est tout simplement capitale. Elle commence par un premier choix qui va déterminer le régime applicable, qui va déterminer un certain nombre d'obligations qui vont s'appliquer à la société, et c'est le choix de la forme juridique. Et c'est de ça que je vais vous parler en second lieu. Comme vous le savez, peut-être, cela je présume, il existe encore dans notre Code des sociétés actuel 8 formes de sociétés, dont 7 sont dotées de la personnalité juridique.
vous aurez reçu normalement par email un tableau comparatif des deux formes les plus communes, à savoir la SA et la SRL. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me le dire après, je corrigerai le tir. Mais je ne vais m'attarder sur ce point que sur les deux formes, donc comme je vous ai dit, les plus communes, pour la simple et bonne raison que c'est celle qui risque de vous concerner le plus, que ce soit en tant qu'entrepreneur et professionnel qui pourrait devoir faire le choix de passer ou non en société un jour, ou que ce soit en tant que professionnel amené à faire face à des clients qui ont des questions et qui se demandent quel choix faire, qu'est-ce qui est le plus opportun. En ce qui vous concerne, en tout cas en ce qui nous concerne, le plus souvent, on passera par le véhicule de la SRL. Mais ce n'est pas nécessairement une réalité pour l'ensemble des clients. Un client pourrait, pour des raisons de besoin de financement futur, être nettement plus intéressé par la flexibilité, l'accessibilité des actions dans une SA. Et c'est donc capital de comprendre ce qui différencie ces deux formes, mais également ce qui les rapproche, parce que suite à la réforme du droit des sociétés, on a assez fort changé le régime de ce qui était avant la SPRL, et qui est maintenant donc la société privée à responsabilité limitée, et qui est maintenant la société à responsabilité limitée, pour lui donner encore plus de flexibilité et en faire un véhicule véritablement attrayant. La première grande différence, c'est bien sûr celle du capital de départ, du capital social. Dans la SA, c'est resté constant. Il faut un capital minimum de 61 500 € pour constituer. Dans la SRL, il était avant prévu un seuil de, sauf erreur de ma part, je parle sous contrôle de Monsieur le Président, il fallait avoir un capital de départ de 18 500 €. Désormais, et ça Madame Claes l'a aussi déjà évoqué, on parle d'apport suffisant à la lumière de l'activité projetée. Et c'est une notion qui est extrêmement importante. Mes autres co-orateurs auront le plaisir de vous en parler plus en détail. Mais c'est important parce que ça va déterminer la manière dont vous allez rédiger votre plan financier en premier lieu. Plan financier qui est une obligation, que ce soit en SRL ou en SA. Et ceci aura également un impact sur l'éventuelle responsabilité que vous pourrez avoir si, par malheur, vous n'apportiez pas les capitaux suffisants pour permettre l'activité que vous projetez. C'est intéressant parce que ce changement est en fait une des conséquences de la suppression de la notion de capital dans la SRL. Donc, dans la société à responsabilité limitée, on ne parle tout simplement plus de capital. Elle n'a plus de capital en tant que tel. Elle a des fonds propres et ceci a une incidence sur plusieurs mécanismes bien connus du droit des sociétés, mais j'y reviendrai peut-être brièvement après, pour ne pas non plus prendre trop de temps. Alors, je vais évidemment peut-être pas non plus trop vous parler de la question des apports, étant donné que ça fera l'objet d'autres présentations. Mais j'aimerais m'attarder sur la question de la libération des apports dans la SRL tout de même. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'introduire quelque chose qu'on retrouve énormément dans le Code des sociétés s'agissant des SRL, c'est cette petite phrase qui dit « sauf disposition contraire », sauf disposition statutaire contraire. Et c'est en fait ce qui fait actuellement la flexibilité de la SRL. Donc, on dit que l'intégralité des apports de départ doivent être libérés à la Constitution, sauf disposition statutaire contraire. Ce qui veut dire que l'on peut prévoir dans ces statuts la faculté de libérer ultérieurement une partie des apports. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça met en exergue l'essentialité
d'avoir la maîtrise de ces statuts, de comprendre pourquoi est-ce que quand on rédige ces statuts, on ne peut pas simplement se contenter de valider sans regarder un modèle qui serait proposé par un notaire, ce qui malheureusement est parfois encore souvent ou trop souvent le cas. C'est aussi extrêmement important parce que ça met également en exergue l'importance de collaborer avec d'autres professions et plus spécifiquement les comptables. Il faut pouvoir, lors de la constitution d'une société, communiquer entre le comptable et l'avocat pour justement permettre une bonne maîtrise de toutes ces questions. Savoir qu'est-ce que la société a besoin et comment est-ce qu'on peut, en droit, lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ensuite, une des autres différences majeures, mais ça j'ai déjà évoqué, c'est s'agissant du transfert d'actions, transfert de titres. On dit que dans la SA, ils sont librement cessibles. Certaines restrictions sont autorisées uniquement si elles sont justifiées par un intérêt légitime pour la société. Mais en SRL, on prévoit un régime par défaut auquel on peut de nouveau déroger par disposition statutaire, qui dit qu'il doit être approuvé, la cession doit être approuvée par la moitié des actionnaires représentant 3/4 des actions émises, sauf quand la contrepartie est un actionnaire ou un membre de sa famille. Et ça veut dire un conjoint, un cohabitant, ou un ascendant ou un descendant en ligne directe. Ici, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus en profondeur à ce stade sur cette question, mais c'est vraiment une différence majeure parce que en SRL, on va avoir tendance, en tout cas dans le régime par défaut, à avoir plus de contrôle sur qui entre et qui n'entre pas dans l'actionnariat de la société. Ensuite, une des grosses différences également, c'est pour la possibilité de distribuer. La distribution, elle est cantonnée en SA par un test d'actifs nets, également appelé test de solvabilité ou test de bilan. Mais dans la SRL, alors là, c'est un petit peu plus contraignant. Il faut réaliser le même test d'actifs net, mais également un test de liquidité. Ce qui implique donc, en ce qui concerne le test d'actifs net, et là je vous cite l'article 5.2.142 du Code des sociétés, qu'aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Mais en plus de ça, et ça c'est le test de liquidité, il faut que la société soit en mesure de continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins 12 mois à compter de la distribution. Donc on a ici quelque chose d'un petit peu plus compliqué et ça peut aussi être assez déterminant dans le choix de la forme juridique. Et alors, je terminerai là-dessus parce qu'il ne me reste plus que, à mon avis, 1 minute 30. C'est la démission à charge du patrimoine social. C'est une figure qui n'est pas prévue pour les sociétés anonymes dans le Code des sociétés, mais qui est désormais prévue pour les SRL et qui implique la possibilité pour un actionnaire de démissionner et de faire annuler ses actions contre une compensation. Ça veut dire, en fait, c'est une forme de réponse à la suppression du capital. Plus de capital veut dire qu'on ne peut plus faire de réduction de capital, étant donné que c'est vide de sens. Mais on prévoit tout de même, dans certaines conditions, que on peut tout simplement rembourser un actionnaire qui alors se retirerait de la société, démissionnerait, et ses actions s'annuleraient. Il faut savoir que ce régime est de nouveau un régime en grande partie par défaut et que donc on peut y déroger par voie statutaire. Donc, en définitive, ce que je voulais vraiment ici, vraiment dans le peu de temps qui m'est imparti, c'est de mettre vraiment en avant les premiers éléments très importants qui sont d'avoir véritablement une bonne maîtrise et une bonne compréhension des dispositions statutaires pour pouvoir justement bénéficier de toute la flexibilité qui est nécessaire aux intentions de vos clients ou aux vôtres. Voilà, et je terminerai juste par vous dire qu'il est toujours possible
au besoin de procéder ultérieurement à des modifications statutaires, mais soyons pragmatiques, qui dit modification statutaire dit de faire des frais, que ce soit administratifs, légaux, mais également, et voire surtout, des frais de notaire, parce que modification de statut implique de passer devant un notaire. Donc, si vous souhaitez un jour vous passer en société ou conseiller un de vos clients pour passer en société, soyez véritablement attentifs à tous ces points, à tout ce qui peut être déterminant dans son choix, et évidemment, essayez de communiquer un maximum avec l'expert comptable, le comptable, qui est également attaché au dossier, parce que c'est tout simplement capital. Et là-dessus, je vais terminer et passer la parole à Elodie, qui, elle, va vous parler justement du fameux plan financier. Alors, moi, je suis ravie d'être parmi vous ici ce soir pour vous parler donc du plan financier et de ses éléments clés chiffrés à travers des exemples concrets. Alors, comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite et bien. Je vais commencer par une petite introduction. Après, je vous parlerai des exigences minimales introduites dans le CSA, les fameux 7 points qu'il faut absolument reprendre dans un plan financier. On parlera aussi d'un cas pratique et je terminerai avec une petite conclusion. Alors, je vais commencer par remettre le plan financier dans son contexte. Alors, le plan financier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un instrument traduisant en chiffres la stratégie définie dans le business plan. Alors, pour rappel, le business plan, c'est un support, souvent écrit, qui est établi par les fondateurs et qui reprend la présentation générale de leur projet avec les services et produits proposés, la stratégie marketing, l'organisation générale de l'entreprise, très important aussi le management, etc. Excusez-moi. Donc, on va surtout parler ce soir du plan financier de constitution. Sachez également que le plan financier est également un formidable instrument de gestion. Je pense notamment à son utilisation lors de la modification importante de la structure de la société ou tout simplement lors des tests de liquidité qui sont devenus obligatoires, par exemple pour les SRL, lors de la distribution de dividendes, tantièmes, etc. Donc voilà, on va maintenant passer donc à l'étude des exigences minimales reprises dans le CSA. Alors Antoine a parlé des SRL et des SA. Sachez également que les sociétés coopératives doivent également établir un plan financier lors de la constitution. Dans le plan financier, on justifie les capitaux propres de départ, mais également les éléments suivants. Donc le premier point qu'on va étudier, c'est la description de l'activité projetée. Ici, j'ai fait le choix de vous montrer une profession libérale comme vous et moi, un architecte. Alors, sachez que l'activité, elle ne doit pas être, ça ne doit pas être un copier-coller de ce que vous allez mettre dans les statuts, simplement une description précise. Le deuxième point, c'est la description des sources de financement. Alors le CSA dit que ce sont les sources de financement à la Constitution. Nous, dans la pratique, on vous conseille surtout d'énumérer les sources de finances qui financent tous les actifs, même à des moments donnés différents. Vous verrez ici que dans l'exemple que je vais vous montrer, les fondateurs vont réaliser un apport en fonds propres de 3 000 €, qu'ils vont également faire une avance de fonds temporaire de 22 000 € qui servira à payer tout simplement le matériel d'architecte, les laptops, etc. Et également que la voiture sera acquise moyennant un crédit d'investissement remboursable auprès de la banque. Alors les 3e, 4e et 5e points qui sont le bilan, le compte de résultat et le budget, je vais volontairement les laisser de côté pour l'instant, tout simplement parce qu'on va les étudier au travers de notre casus. Je passe donc directement à la description des hypothèses de rentabilité retenues. Alors sachez, mesdames et messieurs, que le paramètre le plus difficile à chiffrer dans un plan financier, c'est tout simplement le chiffre d'affaires.
Ici, dans notre cas, on a de la chance, c'est un plan financier de constitution, je vous le rappelle, un passage en société, et donc les actionnaires ont estimé le chiffre d'affaires sur base de leur connaissance du secteur. Par exemple, ici, pour des architectes, pour les constructions neuves, eh ben, ils sont partis sur un forfait par mètre carré à construire, tout simplement. Septième et dernier point, et là, j'essaye d'attirer l'attention des experts comptables. Il est indiqué dans le CSA que si un expert externe a apporté son assistance à l'établissement d'un plan financier, eh bien, il doit y indiquer ses coordonnées. Alors, j'insiste bien, si vous faites ça, mesdames et messieurs, indiquez bien, en plus de votre lettre de mission, dans votre rapport, si vous en faites un, et dans le plan financier lui-même, que vous l'avez rédigé sur base des données et informations fournies par les fondateurs de la société, pour ne pas engager votre responsabilité. Et petite précision supplémentaire, le Code des sociétés dit que vous devez établir un plan financier sur 12 et 24 mois. Dans la pratique, on le fait souvent sur 3 ans et plus. Et ici, vous verrez que j'ai fait le choix pour le premier exercice de constituer la société à partir du mois de juin 2023 pour qu'elle se termine en décembre, les deuxième et troisième années étant des années civiles classiques. Alors, on va passer maintenant à l'étude d'un cas pratique. Alors, avant de vous montrer les chiffres, je voudrais réinsister sur les notions de bilan, compte de résultats et tableau de trésorerie. Je parle surtout pour les avocats ici. Ben oui, parce que pour nous, c'est facile, mais... Donc, je voulais vous rappeler, ayez bien en tête que le... Pardon ? Ah, voilà. Ayez bien en tête que le bilan, en fait, c'est tout simplement une photo de vos avoirs et droits, de vos dettes et engagements à un moment donné. D'accord ? À l'inverse, le compte de résultats et le tableau de trésorerie, eux, fonctionnent en fait un peu comme un film. Donc, on est plutôt dans une vision dynamique qu'une version statique. Et si même les notions de compte de résultats et de tableau de trésorerie sont des notions interdépendantes, elles sont bien distinctes toutes les deux, tout simplement parce que le compte de résultats, en fait, se base sur une étude de la rentabilité de l'entreprise. Donc, on parle bien d'une analyse ici de charges et de produits, à l'inverse du compte de trésorerie qui, lui, se base sur des notions de solvabilité où on va analyser les recettes et les dépenses. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple pour les avocats. Quand vous percevez des provisions de vos clients, c'est une recette, mais tant que vous ne vous serez pas assis 1 heure derrière votre bureau et travaillé sur leur dossier, vous n'aurez pas généré de produits et donc et du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc ici, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous exposer de manière synthétique les 3 exercices qu'on va analyser. Et plus particulièrement, à chaque fois, on va se focaliser sur la première période de manière détaillée. Alors, si vous prenez les tableaux qui vous ont été remis, je vous ai dit, on va parler de 3 tableaux. Donc, le compte de résultats, le tableau de trésorerie et les bilans. En fait, on va surtout en analyser 4. Alors, 4, pourquoi ? Parce que dans la pratique, mesdames et messieurs, nous travaillons en tant que comptables avec des logiciels et des tableurs Excel. Et donc, la première chose que nous faisons, c'est de fixer les hypothèses dans un tableau des hypothèses qui porte bien son nom. Et on chiffre ça en valeur, mais aussi dans le temps. Alors, documentez bien vos travaux pour cet exercice. Et donc, ici, j'avais pris l'exemple de monsieur et madame Dupont, qui viennent me trouver pour faire leur plan financier. Et donc, je vous ai parlé donc, des sources de financement, les fameux 50 000 € que monsieur et madame vont disposer pour financer les actifs. Et madame, du coup, me dit, bah voilà, il y aura plus ou moins pour 45 000 € d'actifs à financer, donc ce qui laisse à croire qu'il y aurait à peu de choses près 5 000 € sur le compte bancaire. Et donc, elle va me donner toute une série de paramètres, donc le chiffre d'affaires qu'elle pense qu'elle va réaliser avec son mari sur la première, deuxième année, troisième année également, les charges fixes et variables auxquelles ils vont devoir faire face.
J'ai pris note de tous ces paramètres et je lui ai posé l'une ou l'autre question supplémentaire. Je lui ai bien demandé si elle avait bien été prudente et si elle n'avait pas surévalué le chiffre d'affaires et à l'inverse, si elle n'avait pas sous-estimé ses charges. Je lui ai aussi conseillé, en tant que bonne experte comptable, d'avoir une petite marge de manœuvre et d'utiliser un poste de frais divers. Comme ça, si jamais on avait oublié quelque chose, eh bien, on est plus ou moins couvert. Alors, tous ces éléments-là font surtout penser au tableau de rentabilité, donc le compte de résultat. Mais il faut savoir que votre trésorerie va dépendre d'autres paramètres qui sont par exemple l'assujettissement à la TVA, oui ou non, mensuel, trimestriel. Quel est le délai de paiement que vous allez accorder à vos clients? À l'inverse, quel est le délai de paiement que vos fournisseurs vont vous imposer? Il faudra tenir compte également aussi des tableaux de remboursement pour le crédit bancaire pour la voiture, de la saisonnalité du chiffre d'affaires, etc. Si vous regardez ici dans le tableau, comme je vous ai dit, on va analyser les 7 premiers mois de la constitution de la société. Et si vous regardez tout simplement le poste chiffre d'affaires honoraire, au mois de juin, ils pensent faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Et par contre, au mois de juillet, on ne voit qu'il n'y a que 4 000. Ben, c'est normal, les clients partent en vacances. Donc voilà, quand on a mis toutes les hypothèses dans le tableau, eh bien un petit clic, et alors on peut ainsi générer le tableau d'exploitation. Donc pour rappel, c'est là qu'on va voir la rentabilité de l'entreprise. Alors je ne vais pas passer tous les chiffres en revue, pardon, mais par contre, s'il y a bien une ligne que vous devez regarder, c'est celle en bas du tableau, c'est-à-dire le résultat après impôt, où là vous voyez que la première année, on fait déjà une perte de 2 200 euros avec les éléments que madame m'a donnés. L'année suivante, on fait une perte de 3 000 euros, etc. Alors ce n'est pas trop grave de faire une perte la première année, parce qu'il y a souvent pas mal de frais au démarrage de l'entreprise, mais par contre, il ne faut pas non plus risquer de perdre de l'argent. Point positif ici, c'est que le cash flow est positif dans votre exemple. Alors qu'est-ce que le cash flow? En fait, c'est tout simplement, j'insiste bien sur ce terme, votre capacité à dégager des liquidités, et donc qui viendront faire face donc à vos remboursements bancaires par la suite. Et si vous découpez de nouveau ce fameux tableau de l'exercice 1 sur des situations mensuelles, vous vous rendrez compte que à la même ligne, au mois de juin, le premier mois, on fait une perte de 800 euros à peu près, pour terminer en décembre avec un bénéfice de 8 000 euros. Si vous refaites la somme de tous ces résultats intermédiaires, vous reviendrez au fameux 2 200 euros de perte, d'accord ? Et donc la conclusion qu'on peut tirer de ce tableau ici, c'est tout simplement que pour une profession libérale, on ne s'attendait pas vraiment à faire ce résultat-là. On pensait plutôt être en bénéfice. Ensuite, sur base du tableau d'exploitation, on va passer à l'analyse du tableau budgétaire. Donc pour rappel, le tableau budgétaire, c'est vraiment le fonctionnement du cash encaissé et décaissé. C'est vraiment la position de votre compte bancaire à un moment donné, d'accord? Donc, si vous reprenez le tableau ici que vous avez sur le premier exercice, vous vous rendrez compte que pour les 50 premiers 1 000 euros qu'on avait mis au départ, eh bien, on finit... Donc, pour rappel, Madame Dupont, elle pensait plus ou moins avoir 5 000 euros sur son compte bancaire. Eh bien, vous voyez qu'ici, on termine avec un disponible cumulé d'un compte bancaire de 5 000 euros, oui, mais en négatif. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, le tableau le plus important lors de la lecture d'un plan financier, le tableau le plus important sur lequel vous devez absolument sauter, c'est le tableau budgétaire détaillé, mais sur le découpage mensuel. J'insiste sur le découpage de la trésorerie. Parce que vous verrez justement, en regardant la trésorerie dans le temps, que le disponible cumulé à un moment donné, au mois de novembre 2023, on arrive quand même à un compte bancaire négatif de 13 000 euros. Alors, je vous fais grâce du taux d'intérêt sur le crédit de caisse, mais on ne s'attendait pas quand même à avoir une trésorerie qui descende aussi bas. D'accord ?
Dernier tableau qu'on analyse dans les plans financiers, ce sont les bilans de clôture. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'actif, mais je vais par contre plutôt m'attarder sur le passif, où vous verrez ici que votre compte bancaire, qui était à la base un actif, est devenu un passif, puisque vous allez devoir rembourser la dette au banquier, en plus de votre crédit. Et qu'en plus de ça, ici dans notre exemple, le résultat reporté ne fait que de dégringoler. Chaque année, on crée des pertes. Et de ce fait, les capitaux propres qui étaient à la base de 3 000 € finissent par être, à partir de l'exercice 2 et l'exercice 3, négatifs. Ça veut donc dire que à partir de ce moment-là, n'importe quel intéressé peut demander la dissolution de la société. Donc c'est très très dangereux. Et vous, si vous faites le ratio d'endettement qui est représenté dans le bilan ici, vous verrez que vous êtes endetté pour 98%. Ça veut dire que vous n'êtes propriétaire de vos actifs que pour seulement 2 petits %. D'accord? Donc c'est très très mauvais comme situation. Et donc voilà, la conclusion de mon exposé, c'est bon, voilà, je vous ai parlé des notions de rentabilité, de solvabilité, donc faites bien attention à ces notions-là. Très important aussi de vous baser sur des données détaillées afin de simuler l'évolution de la trésorerie et de définir le besoin réel d'apport en fonds propres. Petite parenthèse également, ici nous sommes plusieurs experts comptables dans la salle. Si vous remettez un même plan financier à 3 experts comptables différents, vous aurez 3 plans financiers différents, suivant certains mécanismes comptables que nous allons utiliser, mais sachez que nous resterons de toute manière tous dans la même fourchette de valeur, de toute manière, quoi qu'il arrive. Et donc ici, dans le cas pratique que je vous ai présenté, je pense que les conditions de l'état de faillite sont réunies, c'est-à-dire, pour rappel, être une entreprise, être en cessation persistante de paiement. Si vous regardez le graphique, la trésorerie ne remonte pas et elle est toujours en dessous de 0. Et on est face, pour moi aussi, je pense, à un ébranlement de crédit parce que ça m'étonnerait tout simplement qu'avec les données qui sont reprises dans le plan financier, le banquier vous laisse descendre à un moment donné jusque 30 000 € en négatif sur votre compte bancaire. Merci Denis. Je vais donc moi m'attarder plus sur les apports et plus précisément donc d'abord de manière générale sur les fonds propres et ensuite sur les apports dans les sociétés à responsabilité limitée ainsi que dans les sociétés anonymes. Donc pour commencer pour expliquer ce que sont les fonds propres, mais c'est tout d'abord une rubrique du passif. Donc on a déjà expliqué plus ou moins ce que c'était l'actif et le passif. Je vais peut-être donner un autre exemple assez simpliste de ce que c'est l'actif et le passif. Donc on parle d'un passage en société. Vous allez être amené à apporter, si c'est une SA, du capital, si c'est une SRL, des apports. Par exemple, pour une SRL, on pourrait prendre un montant de 5 000 €. 5 000 €, ça se retrouvera dans les fonds propres au passif. Et en contrepartie, vous avez un actif, un compte bancaire. Actif qui pourrait diminuer des frais de notaire. Comme l'a dit Antoine, il faut faire attention aux frais de notaire, parce que c'est la première chose qui va être retirée de votre compte bancaire quand vous allez constituer une société. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc ensuite, donc ça c'est ce qu'on retrouvera. Donc ça c'est dans les fonds propres, on retrouvera typiquement donc les apports. Si on fait un apport donc en numéraire, on va retrouver donc à l'actif. Pardon. On va retrouver à l'actif un compte bancaire. Si on fait un apport en nature, donc je détaillerai un petit peu plus par après, mais donc là on retrouvera par exemple un terrain, un immeuble. À l'actif et en contrepartie, on aura des apports ou du capital. Donc les capitaux propres, qui sont des fonds propres, ils peuvent être divisés en 6 catégories. Premièrement, si on se retrouve dans une société anonyme, on retrouvera du capital. Minimum du capital dans une SA, ça sera le montant de 61 500 €. C'est un montant minimum. Si les besoins sont supérieurs, on peut augmenter bien entendu ce montant du capital. En SRL, par contre, on va retrouver des apports. Des apports qui peuvent être disponibles ou indisponibles. Je reviendrai après entre la différence de la disponibilité de ces apports. Et on pourrait aussi retrouver une prime d'émission.
Qu'est-ce que c'est une prime d'émission? Donc ça va être la différence entre les valeurs nominales des actions. Donc si on amène des nouveaux associés par la suite dans une société, on va et qu'ils apportent, qu'ils amènent des actions à une valeur supérieure, on va retrouver la différence entre la valeur nominale et la valeur d'apport en prime d'émission. Une autre rubrique des capitaux propres va être la plus-value de réévaluation. Alors qu'est-ce que c'est une plus-value de réévaluation? Comme j'ai dit, donc à l'actif, on va avoir des actifs qui vont s'amortir, s'ils sont amortissables bien entendu, et à un moment donné, on pourrait avoir envie de les réévaluer parce qu'on estime que la société, ces actifs sont supérieurs. Il faut faire attention avec ces plus-values de réévaluation, parce que donc ce sont des plus-values sur des immobilisations corporelles uniquement, ou bien des actions et parts qui sont reprises en immobilisation financière, et il faut qu'il y ait un excédent certain durable. Donc si vous faites ça juste parce que vos fonds propres sont négatifs, vu que vos fonds propres sont négatifs, c'est potentiellement que la rentabilité de la société a un problème, et ça va être compliqué de justifier une plus-value de réévaluation si on est déjà dans une situation au niveau des fonds propres qui est préoccupante parce qu'ils sont en train de diminuer. Donc si la rentabilité n'est pas suffisante, eh bien, parce qu'il faudra en plus de ça, ces plus-values de réévaluation doivent être amorties, ça va générer un amortissement en plus, donc des charges en plus, et donc ça va venir abaisser la rentabilité de la société. Donc cette plus-value de réévaluation pour améliorer ses fonds propres, pour essayer d'avoir une société qui a des plus beaux... c'est pas une très bonne idée. Ensuite, on va retrouver les réserves. Donc les réserves peuvent être soit indisponibles, soit disponibles. Il y a aussi des réserves immunisées, mais ça, c'est plutôt un mécanisme fiscal dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et dans les réserves indisponibles, on va retrouver les réserves légales. Donc dans une société anonyme et avant dans les sociétés à responsabilité, on avait une obligation d'aller affecter 5% par année du bénéfice du résultat net, dans une réserve légale auquel on ne peut pas toucher. Cette réserve légale n'existe plus en SRL, mais est bien maintenue en société anonyme. Il y a des réserves statutairement indisponibles, donc on pourrait, lors de l'affectation du résultat de l'année, aller affecter une partie en réserve indisponible. Si elle est indisponible, ça nécessitera un acte notarié pour la distribuer, donc c'est vraiment d'essayer d'aller bloquer une partie des réserves. Il y a aussi ensuite les acquisitions d'actions propres et des soutiens financiers, mais ça, c'est pas très intéressant pour l'exposer. On va retrouver aussi le bénéfice reporté. Donc, si vous décidez de ne pas affecter en réserve le bénéfice réalisé, on va aller mettre le solde en bénéfice reporté. On retrouve dernièrement les subsides en capitaux qui sont donc donnés par les pouvoirs publics. Donc ça se retrouve aussi dans les capitaux propres et ils sont donnés en phase d'investissement, donc ils seront aussi amortis dans le temps. J'avais brièvement parlé donc des apports disponibles ou indisponibles. Donc plus en détail, si un apport est disponible, il peut être distribué. Dans une société, donc dans les SPRL, pour faire avant on faisait des réductions de capital. Vu qu'il n'y a plus de capital, on ne peut plus le réduire et donc on doit le distribuer s'il est disponible. S'il est indisponible, on peut également le distribuer, mais ça nécessitera un acte notarié. Donc, vu qu'on est dans une distribution, les mêmes tests que les distributions de dividendes sont d'application. Donc, Antoine a parlé donc des tests de liquidité et de solvabilité. Il a mentionné donc les définitions reprises dans le Code des sociétés et associations. Concrètement, un test de solvabilité, c'est quoi? Donc, on va aller prendre l'actif de la société et on va le diminuer de ses dettes. Éventuellement, donc s'il y a des frais d'établissement ou des frais de recherche et développement non amortis, on doit aussi en tenir compte. Mais bon, dans une société, par exemple, d'avocats ou d'un expert comptable, c'est moins fréquent. Cet actif net, donc les actifs diminués des dettes, ça nous donne globalement les fonds propres. Donc ces fonds propres, suite à la distribution, ne peuvent pas être négatifs. Et ils ne peuvent aussi pas devenir inférieurs au montant indisponible. Donc si on a un montant qui est indisponible, forcément on ne peut pas le distribuer. Donc on ne peut pas distribuer. On peut distribuer uniquement ce qui est disponible. Donc ça c'est au niveau du test de solvabilité concrètement. Vous verrez que dans le cas pratique, il n'y a pas beaucoup de place pour faire une distribution. Ce test donc il permet donc avant il y avait un capital minimum dans les SPRL.
Ce test permet ici de maintenir le patrimoine de la société et la protection des créanciers, là où avant elle était garantie par ce capital minimum de 18 600 € dans les SPRL ou de 61 500 minimum dans les sociétés anonymes. Maintenant, vu qu'il n'y a plus cette notion, on oblige donc à faire des tests de solvabilité et de liquidité pour protéger les créanciers et d'être sûr que si distribution il y a, que les créanciers ne soient pas lésés, que si la distribution est excessive, les administrateurs puissent être appelés en responsabilité. Le test de liquidité, donc lui, doit veiller à ce que la société continue à disposer de liquidité suffisante pendant un montant de 12 mois pour honorer toutes ses dettes. Donc ça, c'est la définition qui avait été reprise par Antoine. Dans la pratique, quand on va devoir faire un test de liquidité, il n'y a pas de méthode qui a été définie par le législateur pour définir ce test de liquidité. Donc on va aller rechercher un petit peu dans l'analyse financière les différents moyens d'aller analyser et de calculer si la liquidité de la société sera bonne. Donc typiquement, on va prendre ce qu'on appelle un quick ratio. Qu'est-ce qu'il y a un quick ratio? Donc on va prendre les actifs, court terme, donc les créances, les valeurs disponibles et les placements de trésorerie, et on va les diviser par les dettes court terme. Si ce montant est supérieur à 1, donc ça veut dire que les actifs court terme donc sont supérieurs aux dettes court terme et qu'a priori on sera en mesure d'aller honorer ces dettes. Donc on pourra faire un plan, donc on pourra utiliser le plan financier comme l'a dit Elodie pour un petit peu aller évaluer, tiens on va utiliser le plan de trésorerie pour aller regarder si la trésorerie reste bien positive malgré cette distribution, donc si on peut se permettre cette distribution, et on peut aussi utiliser d'autres ratios, donc le current ratio qui va prendre tous les actifs circulants sur les dettes court terme, ou le fonds de roulement où on va aller prendre tous les actifs long terme divisés par les dettes long terme pour aller voir comment se situe la santé financière de la société. Donc, si les apports étaient disponibles, vous pouvez, s'il n'y a pas de destruction d'action, simplement, par un rapport d'Assemblée générale, aller distribuer ces apports. S'il y a destruction d'action, vous devez passer chez le notaire. Si on descend en dessous donc si on distribue du capital indisponible, des apports indisponibles, là aussi, il faut passer chez le notaire avec les frais que ça engendre. Et pour la SA, si on veut réduire le montant du capital, là, il faut d'office passer chez le notaire, ça, vous n'y échapperez pas. Alors, concrètement, les types d'apports qu'on peut faire dans une société anonyme ou dans une société à responsabilité limitée. Donc, il y a d'abord l'apport en numéraire. Donc, simplement, je dis l'exemple, on apporte 5 000 € en cash et en échange, on reçoit des actions. Ensuite, on peut faire un apport en nature. L'apport en nature, donc l'apporteur va apporter un bien, qu'il soit corporel ou incorporel, et en échange de cela, il retrouvera des actions. Lorsqu'on fait un apport en nature, c'est également aussi un peu plus contraignant parce qu'il nécessite l'intervention d'un réviseur d'entreprise. Et il y a une sous-catégorie d'apport en nature qui est l'apport en industrie. Et ça, c'est un engagement que l'apporteur va faire, donc un engagement vers la société pour réaliser des prestations ou des travaux. Dans la pratique, on ne va pas rencontrer ce type d'apport en industrie. La première raison que les réviseurs d'entreprise ne veulent pas signer, parce qu'ils doivent l'évaluer, et c'est très compliqué à évaluer l'engagement que quelqu'un va faire dans le futur. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il me reste plus que 5 minutes. Les autres types d'apports que vous pourriez faire dans une société, mais qui ne sont pas des apports repris dans les fonds propres, si vous faites un quasi-apport. Donc, un quasi-apport, c'est un apport qui intervient dans les 2 ans de la constitution de la société pour un montant supérieur à 10% du capital, donc typiquement pour les SA, parce que dans la SRL, ce quasi-apport est supprimé. Et donc là, si un administrateur, un membre du conseil du comité de direction ou du conseil de surveillance ou un actionnaire vend à la société un bien lui appartenant, eh bien, ça nécessitera de faire intervenir un réviseur d'entreprise pour justement un petit peu régler ce conflit d'intérêts. Dans la SRL, il y a uniquement la procédure de conflit d'intérêts qui peut être gérée par l'Assemblée générale, et donc il doit être voté par l'Assemblée générale si jamais il y a un seul actionnaire. Et donc là, il n'y a pas de nécessité de prendre un réviseur d'entreprise. Donc là,
donc la volonté du législateur de rendre la CRL un peu plus souple, mais ça traduit par exemple la disparition de ces obligations lors du quasi-apport. Donc en SRL, pas de quasi-apport, juste un conflit d'intérêts. Lorsqu'on vend un bien qui nous appartient à la société et qui ne serait pas nécessairement dans l'intérêt de la société, Delphine vous parlera des abus et des conséquences d'une surévaluation. La dernière forme d'apport, qui est d'ailleurs dans le plan financier que Elodie a préparé, c'est un apport en compte courant, donc on va aller simplement apporter de l'argent dans la société sans aucun formalisme, on va simplement aller faire un virement à la société de 20 000 €. Le problème, comme vous l'avez vu dans l'exposé d'Elodie, c'est que cet apport, c'est que ça n'est pas pris en compte pour les fonds propres et peut donc nuire à tout ce qui est ratio et surtout, je vais en parler après, au niveau de la procédure de sonnette d'alarme. La procédure de sonnette d'alarme, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'actif net de la société devient négatif ou risque de le devenir. Alors une réunion doit être convoquée dans les 2 mois qui suivent la constatation des faits et afin de décider de la dissolution de la société. Si on ne décide pas de la dissolution de la société, il faut établir un rapport spécial pour justifier pour assurer qu'on a mis en place des mesures pour assurer la continuité de l'entreprise. Donc, dans le plan financier du bureau d'architecture, typiquement, la procédure de sonnette d'alarme, si la société venait à être constituée, devrait être activée relativement rapidement. On procède de la même manière si l'organe d'administration constate qu'il est plus certain que la société sera en mesure d'acquitter de ses dettes dans les 12 mois. Vu qu'on est en présence du président du tribunal d'entreprise, je mentionne aussi l'article 20.23, paragraphe 3 du Code de droit économique, qui prévoit que l'expert comptable, donc je vais résumer le professionnel du chiffre, qui constate dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité, doit en informer de manière écrite l'organe de gestion ou l'administrateur. Et si vous n'avez pas de réponse pendant 1 mois, vous pouvez en informer le tribunal de l'entreprise par écrit pour qu'il contacte, enfin, que l'entreprise soit convoquée et que des mesures soient prises pour assurer justement la continuité de la société et qu'il se fasse assister. Alors, quant à moi, je vais entamer la dernière partie de notre présentation en vous parlant de la responsabilité des fondateurs, des actionnaires et des administrateurs d'une société. Et je vais commencer par la responsabilité des fondateurs. Alors, le Code des sociétés et des associations entend par fondateur tous les comparants à l'acte constitutif d'une société en vue de souscrire des actions et de devenir actionnaire. Ces fondateurs ont des responsabilités très spécifiques que je vais exposer un peu plus tard. Mais avant cela, j'aimerais souligner que lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies, il est possible d'échapper à cette responsabilité spécifique. En effet, lorsque le Code prévoit que certaines personnes peuvent être considérées comme des simples souscripteurs lorsque ces personnes souscrivent des actions contre des espèces, ne reçoivent aucun avantage particulier, et lorsque l'acte constitutif de la société désigne comme fondateur une ou plusieurs personnes qui possèdent, seules ou ensemble, au moins 1/3 des actions de la société. Cette distinction est assez importante car, par exemple, en cas d'insuffisance manifeste des capitaux propres de départ, seule la responsabilité des fondateurs sera engagée et non pas celle des souscripteurs. Alors, le Code prévoit une responsabilité solidaire à l'égard des fondateurs, à l'égard de tout intéressé. Donc, tout intéressé, on parle de tiers, d'actionnaires et même de la société elle-même. Il en résulte de ce principe de solidarité que chaque fondateur peut être tenu responsable pour le tout, et ce, même s'il n'a pas commis personnellement une faute, et peu importe le montant de sa souscription. Alors, il existe certains cas spécifiques de responsabilité des fondateurs lors de la constitution d'une société. Donc, je vais vous parler premièrement des irrégularités à la constitution, deuxièmement de la surévaluation manifeste des apports en nature et enfin de l'insuffisance des capitaux propres de départ. Alors, les fondateurs sont solidairement responsables envers tout intéressé de la réparation du préjudice de certaines irrégularités.
tels que l'absence ou la fausseté de certaines mentions dans l'acte constitutif, ou lorsque la société est entachée de nullité. Je pense par exemple lorsque l'objet de la société est illicite, lorsqu'il y a une absence d'acte constitutif, ou lorsque aucune personne n'engage valablement la société. La seule façon d'échapper à cette responsabilité est de démontrer qu'aucune faute ne peut leur être imputée. Alors, maintenant je vais parler de la surévaluation manifeste des apports en nature. Le CSA maintient le principe de l'intervention du réviseur d'entreprise en cas d'apport en nature, prévoyant que les fondateurs vont rédiger un rapport en indiquant et en décrivant les apports en nature, la valorisation de ceux-ci et la contrepartie accordée à l'apporteur. Le réviseur de l'entreprise, quant à lui, va rendre un avis quant à la valorisation de cet apport et la contrepartie accordée. Les fondateurs vont ensuite finaliser ce rapport en précisant s'ils s'écartent ou non de l'avis du réviseur d'entreprise. Donc ils ne sont pas tenus par cet avis. Dans ce contexte, les fondateurs sont tenus solidairement responsables envers tout intéressé de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des apports en nature. Pour que cette responsabilité s'applique, il faut établir un lien causal entre cette surévaluation et un préjudice. À cet égard, le rapport du réviseur d'entreprise sera très important car c'est lui qui constitue la base pour apprécier s'il y a une surévaluation manifeste. Alors maintenant, je vais vous parler de l'insuffisance des capitaux propres de départ. Alors bien que le CSA ait supprimé l'obligation de capital minimum à la constitution d'une SRL, cela ne signifie pas que la société peut être constituée sur base d'apports insignifiants. Les fondateurs sont en effet obligés de veiller à ce que la société dispose, dès lors de sa constitution, de capitaux propres qui sont suffisants à la lumière de l'activité projetée. Le plan financier, comme l'a dit Élodie, doit à cet égard justifier le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l'activité projetée pendant une période de 2 ans au moins. Il y a également d'autres mentions que Élodie a précisées, donc je ne vais pas repasser là-dessus. Mais en détaillant le contenu du plan financier, le Code souhaite forcer les fondateurs à se livrer à l'exercice qu'ils devraient normalement faire avant de se lancer dans la constitution d'une société. Alors, les fondateurs seront tenus solidairement responsables en cas de faillite de la société dans les 3 ans de sa constitution si les capitaux propres étaient manifestement insuffisants à la lumière de l'activité projetée pendant une période de 2 ans au moins. On entend par capitaux propres manifestement insuffisants toute structure financière qui est à ce point déséquilibrée que la société n'avait vraiment aucune chance de perdurer, peu importe la bonne ou mauvaise gestion de celle-ci. Le juge appréciera donc le caractère raisonnable, prudent et diligent du fondateur. Cela revient donc à apprécier si les fondateurs ont été réalistes et raisonnables dans l'estimation des besoins financiers de la société. Alors, dans le cadre de la constitution d'une société, il est courant que les fondateurs fassent appel à un expert comptable. C'est même vivement recommandé, même si non obligatoire. En cas de recours à un expert comptable, une relation contractuelle va naître entre le fondateur, les fondateurs et l'expert comptable. Dans le cadre de cette relation, l'expert a une obligation de moyens vis-à-vis des fondateurs, celle de fournir une assistance qui est attendue d'un professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. L'expert est, selon la doctrine, responsable de rédiger le plan financier et d'aller au-delà de simplement retranscrire les données qui lui ont été fournies par le fondateur. En effet, il est attendu de l'expert d'avoir un rôle actif dans l'élaboration du plan financier. Cependant, si ça peut vous rassurer, la doctrine majoritaire soutient que l'expert n'est pas en mesure de vérifier de manière approfondie les données qui lui sont fournies par les fondateurs et qu'il ne peut donc pas être tenu responsable du dommage résultant d'informations incorrectes. Cependant, d'autres avis considèrent que l'expert est tout de même tenu de comparer les données qui lui sont fournies avec des données comparables, donc par exemple avec une société comparable. La responsabilité de l'expert n'est engagée qu'avec l'établissement d'un lien de causalité entre sa faute et un dommage. Alors, récemment, le tribunal de l'entreprise de Gand s'est prononcé sur la responsabilité de l'expert qui avait assisté les fondateurs dans la rédaction d'un plan financier d'une société qui avait fait faillite dans les 18 mois de sa constitution.
Alors, outre la responsabilité solidaire des fondateurs pour insuffisance des capitaux propres de départ, la responsabilité de l'expert avait été engagée pour manque de devoirs et de conseils. Donc, cette responsabilité n'est pas que théorique, elle peut être appliquée. En tout état de cause, l'expert engagera sa responsabilité si le plan financier ne contient pas les mentions imposées par la loi. Donc, les mentions qu'Élodie a précisées tout à l'heure. Alors, outre les cas de responsabilité particulière, les fondateurs des sociétés peuvent être tenus responsables des conséquences dommageables des fautes qu'ils commettent au regard de l'article 1382 du Code civil. Pour les non-juristes d'entre nous, je rappelle que cet article dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité des fondateurs sur cette base suppose donc une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Alors là, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour par rapport à la responsabilité des fondateurs, donc je vais passer plus généralement à la responsabilité des actionnaires. Donc le Code prévoit que la responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leur apport. Il n'en reste pas moins que les actionnaires doivent se conformer au statut et au régime légal applicable à la société concernée et qu'ils sont également tenus au surplus d'un devoir de bonne foi et plus généralement d'un devoir général de prudence. De manière générale, si dans l'exercice de ses prérogatives, l'actionnaire commet une faute, il est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Alors, contrairement à la responsabilité des administrateurs qu'on va examiner dans un instant, il n'existe pas de disposition spécifique dans le Code par rapport aux responsabilités des actionnaires. Mais donc, ils sont soumis, comme tout sujet de droit, au droit commun de la responsabilité. Alors, une question concernant la responsabilité des actionnaires mérite quand même d'être abordée maintenant, c'est celle de la libération aux apports. Donc, je ne vais pas me répéter car Antoine a bien parlé de l'obligation des actionnaires de libérer les apports dès la constitution de la société. Donc, je vais juste vous dire qu'au niveau de la charge de la preuve, donc la responsabilité de l'actionnaire peut être engagée et au niveau de la charge de la preuve, celle-ci repose sur l'actionnaire qui prétend avoir libéré l'apport qu'il a souscrit. Alors maintenant, je vais passer à la dernière partie de mon exposé, c'est celle de la responsabilité des dirigeants, des administrateurs d'une société. Donc, chaque membre d'un organe d'administration, d'un délégué à la gestion journalière ou d'un administrateur de fait peut être responsable de 3 choses. Envers la personne morale pour les fautes commises dans l'accomplissement de leur mission, donc c'est ce qu'on appelle une faute de gestion. Par exemple, l'émission de factures comportant des mentions inexactes ou la réalisation d'investissements à risque. Deuxièmement, ils peuvent être responsables envers les tiers pour toutes les fautes qui comportent un caractère extra-contractuel. On appelle ça les fautes quasi-délictuelles ou les fautes aquiliennes. Par exemple, aveu tardif de l'état de faillite d'une société. Troisièmement, les administrateurs peuvent être également responsables envers, d'une part, la personne morale et les tiers pour les infractions au Code des sociétés et des associations et au statut. Donc là, on pense par exemple à la tenue irrégulière du registre des actions nominatives. Contrairement à la faute de gestion, les administrateurs seront tenus solidairement responsables de ces infractions au Code et au statut, que le Conseil forme un collège ou non. Cela signifie que chaque administrateur sera tenu responsable et sera tenu de réparer la totalité du dommage, même s'il n'a pas commis personnellement une faute. Alors, de manière générale, cette responsabilité est limitée à des seuils et des montants maximaux qui varient entre 125 000 € et 12 millions d'euros. Cette limitation est déterminée en fonction, d'une part, de la tranche du chiffre d'affaires moyen des 3 précédents exercices comptables, précédant l'action en responsabilité, et d'autre part, de la tranche du bilan moyen de la société au sein de laquelle l'administrateur exerce ses fonctions. Alors, au-delà de ces cas de responsabilité, le Code prévoit également d'autres cas spécifiques de responsabilité. Et il nous a paru important de les mentionner aujourd'hui, car c'est vraiment en lien avec la présentation. Alors, les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée dans certains cas spécifiques, tels que l'absence d'établissement ou de dépôt des comptes annuels, la méconnaissance des dispositions légales quant à la distribution du résultat, la surévaluation des apports en cas d'augmentation de capital, le non-respect de la procédure de sonnette d'alarme et en cas de comptabilité irrégulière.
Alors, en ce qui concerne l'absence d'établissement ou de dépôt des comptes annuels, en vertu de l'article 3.10 du CSA, l'organe d'administration d'une société dépose ses comptes annuels à la BNB dans les 30 jours de leur approbation ou au plus tard dans les 7 mois de la clôture du dernier exercice comptable. Cet établissement et ce dépôt constituent une obligation dans le chef des administrateurs de la société. Cela signifie que toute absence de dépôt ou tout dépôt irrégulier non réglementaire des comptes annuels constituera une violation du code et donc enclenchera la responsabilité des administrateurs. Dans le cas d'une telle absence, le préjudice subi par le tiers est en effet, sauf preuve contraire, réputé résulter de la négligence de l'administrateur. Il incombe donc à l'administrateur de prouver que le préjudice dont le demandeur sollicite réparation est étranger avec le manquement reproché. Alors, une autre responsabilité particulière est prévue en cas de méconnaissance des dispositions légales quant à la distribution du résultat. En effet, la mise en cause de la responsabilité de l'organe d'administration ne peut être envisagée que s'il est établi que lors de la prise de décision de la distribution du résultat, l'organe d'administration savait ou aurait dû savoir qu'à la suite de la distribution, la société ne serait plus en mesure de s'acquitter de cette dette. Dans ce cas, les administrateurs seront tenus solidairement responsables envers la société et les tiers des dommages qui en résultent. Le Code impose à l'organe d'administration de faire figurer dans un rapport les éléments sur lesquels il s'est fondé lors de la réalisation du test de liquidité ainsi que de ses constatations. La société pourra également envisager de solliciter le remboursement des distributions réalisées en contrariété de la loi, que les actionnaires soient de bonne ou de mauvaise foi. Alors, les administrateurs qui ne respectent pas cette obligation encourent une sanction pénale. On va parler soit d'une amende qui varie de 50 à 10 000 euros, soit même d'une peine d'emprisonnement qui peut varier de 1 mois à 1 an. Alors, les administrateurs sont également responsables en cas de surévaluation des apports en cas d'augmentation de capital, donc des apports en nature. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est pratiquement la même chose que pour les fondateurs, mais je vais juste souligner que les administrateurs sont tenus solidairement de réparer ce préjudice, comme les fondateurs. Et enfin, lorsque la société se trouve dans une situation qui justifie le déclenchement de la procédure de sonnette d'alarme, comme l'a dit Antoine, je vais quand même le rappeler, l'organe d'administration doit convoquer l'Assemblée générale dans les 2 mois de la constatation de la situation problématique, en vue de soit déclencher la dissolution de la société, ou de prendre des mesures qui assurent la continuité de la société. L'organe d'administration devra donc exposer dans un rapport spécial ces mesures. Lorsque l'Assemblée générale n'a pas été convoquée, le dommage subi par le tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de l'absence de cette convocation. Il appartient donc à la société et au tiers de démontrer d'une part que la procédure de sonnette d'alarme n'a pas été enclenchée, d'autre part de démontrer le dommage subi et le lien de causalité entre les deux. La difficulté rencontrée en pratique est celle de savoir précisément à quel moment les administrateurs ont l'obligation de prêter attention au niveau de l'actif net. La Cour de cassation a apporté un éclairage intéressant sur ce point en considérant que le tribunal saisi d'une action en responsabilité doit procéder à une appréciation au cas par cas en vue de vérifier si oui ou non, dans telle ou telle situation particulière, les administrateurs auraient dû constater à tel moment précis qu'il y avait une perte grave affectant l'actif net. Et enfin, mais je vais rapidement passer dessus, c'est le point relatif à la comptabilité irrégulière. Donc, le non-respect des obligations comptables est sanctionné pénalement. Les administrateurs ou les gérants d'une entreprise ou d'une société qui contreviennent volontairement aux obligations comptables qui leur incombent sont également punis d'une amende pénale. Donc voilà, je pense avoir fait le tour concernant la responsabilité des fondateurs, des actionnaires et des administrateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre correctement. Merci beaucoup. Merci à nos 4 ambassadeurs pour ces exposés, pour le respect du timing. Mais nous avions un gardien du temps très attentif. Merci à vous tous de votre présence pour ce premier événement interprofessionnel. Je pense que l'interprofessionnalité, elle est essentielle. Elle le sera encore plus dans les années qui viennent. On est dans un monde de plus en plus complexe. Nos professions sont en constante mutation. Les attentes de nos clients augmentent. Et nous avons besoin les uns des autres.
Nous ne sommes pas des professions concurrentes, nous sommes des partenaires des entreprises. Et nous avons besoin des compétences et de l'excellence des autres conseillers du chiffre ou du droit. Le président d'ailleurs rappelait en début de cet exposé que nous étions tenus à une obligation de crédibilité. Nous devons avoir, il faut qu'on puisse avoir foi en ce que nous disons, et pour ça, nous devons être compétents. À moins d'être omniscients, le mieux est évidemment de faire appel aux compétences des autres. Alors évidemment, d'encourager nos clients à faire appel à un comptable, un expert comptable lorsqu'ils n'en ont pas, ou à un avocat ou un conseiller juridique lorsqu'ils n'en ont pas. Mais nous devons, nous aussi, avoir ce réflexe et oser consulter des conseillers du chiffre ou du droit pour nous aider dans les dossiers et pour pouvoir tirer des arguments, des faits, attirer notre attention sur certains éléments. Nous devons être évidemment les premiers exemples des conseils que nous donnons. Et donc voilà, ce premier événement avait aussi pour but de resserrer les liens et de créer des ponts entre nos professions. Il y aura tout à l'heure un petit drink qui servira à ça aussi. Bonsoir Anthony. Donc vous êtes stagiaire réviseur d'entreprise et donc vous avez participé à ce premier événement qui est organisé par l'OECCB et le barreau de Bruxelles. Et donc voilà, l'objectif c'était d'organiser une rencontre entre les stagiaires. Et donc est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que vous avez retiré de cette première expérience qui visiblement était un succès puisqu'il y avait assez bien de stagiaires et de participants à cette soirée. Voilà. Donc voilà, formation je dirais très très intéressante. On a eu un peu les deux facettes de la constitution d'une société et de la rédaction d'un plan financier. On a eu l'aspect purement comptable et l'aspect droit de société. Je pense que nos métiers, je parle pour moi en tant que réviseur, mais aussi expert comptable, avocat, sont en fait en constante interaction dans des domaines comme le droit fiscal, le droit comptable, le droit de société, l'analyse financière. Et donc c'est important de maîtriser chacun de ces domaines pour pouvoir en fait proposer un service de qualité à nos clients. Donc je dirais exercice réussi pour ces 4 orateurs. Et alors voilà, ensuite on a la chance d'avoir un petit drink, donc ça permet d'accroître son réseau professionnel, donc de partager des expériences et aussi de bénéficier des expériences d'autres confrères en retour pour de nouveau toujours accroître la qualité de nos services à nos clients. Alors, tu es expert comptable externe, enfin bientôt, tu es stagiaire, tu vois donc des clients principalement, généralement. Et pour toi, les clients qui viennent constituer une société, qui viennent chez toi donc pour faire un plan financier, constituer une société, quels seraient les 2 conseils que tu pourrais leur donner lorsqu'ils ont constitué la société ? Alors le tout premier conseil, je dirais, parce qu'on n'en a pas parlé dans l'exposé d'aujourd'hui, mais c'est de faire très attention à ses associés. Parce que Antoine en a parlé dans son exposé, il a parlé de la démission des actionnaires. On pourrait aussi exclure pour juste motif un actionnaire, mais ça reste des procédures assez complexes. Et je crois que le plus important, quand on lance une société, c'est de faire très attention avec qui on s'associe. Parce qu'une fois qu'on est associé, on passe chez le notaire, donc c'est souvent important quand on passe chez le notaire. Et donc on est un peu pieds et mains liés avec cet associé. Et si un beau jour il se retrouve à ne plus avoir une réelle valeur ajoutée, ou que ce que vous avez plus ou moins convenu oralement avant ne tient plus parce que on s'était tapé dans la main, ne tient plus parce que x, y raison. Donc je crois que le premier conseil, c'est, je vois parfois des gens qui arrivent, et un couple qui vient, et on constitue une société à 2 pour la société de management de monsieur. Arrêtez là tout de suite. Donc là, c'est vraiment faire attention avec qui on va s'associer. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, comme on l'a vu, donc ici, c'est de vraiment attirer l'attention des clients sur l'importance de vraiment capitaliser sa société, d'avoir des fonds propres suffisants, parce qu'on se dit souvent, je vais vendre autant. Oui, on a vendu, mais s'il faut être payé derrière. Et les charges, on dit, j'aurais pas beaucoup de charges, mais au final, il y a toujours des charges auxquelles on n'a pas pensé et qui peuvent arriver. Et donc ça, c'est vraiment les 2 gros conseils. Donc en fait, une situation de trésorerie et des situations intermédiaires, à la limite, sont primordiales pour savoir s'il y a une dérive financière, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de tenir une comptabilité aussi à jour régulièrement. Et c'est ça que je demande à mes clients de fournir, si possible, mensuellement leurs documents pour qu'on sache très vite voir si à un moment il y a des problèmes dans la société et qu'on sache directement intervenir, ou même parfois des opérations, dire tiens, attention, là il y a un souci TVA, et d'être très réactif parce qu'au plus on voit le problème tard, au plus les problèmes s'aggravent. Oui, Élodie, je sais que tu es en dernière année de stage à l'ITA et je t'en félicite, c'est déjà un très très beau parcours qui t'a certainement permis de prendre la parole en public comme tu l'as magnifiquement fait ce soir en synthétisant le tout et tout, en exposant les choses clairement et notamment en donnant un message, je crois, des stagiaires, tant experts comptables qu'avocats, dans le fait qu'ils devaient être extrêmement prudents dans les chiffres qu'ils recevaient de la part des clients pour contribuer à l'établissement du plan financier. Donc, je voudrais te poser une question. Quelle est ton attitude vis-à-vis d'un client qui veut établir un plan financier, qui veut passer en société? Quel est le conseil principal ou la remarque vraiment importante que tu pourrais lui formuler? Eh bien, je dirais à ce client qu'il continue de rêver, surtout, parce que c'est ça qui fait avancer les entrepreneurs. Mais je leur dirais aussi, comme vous l'avez dit, d'être prudent et d'agir en bon père de famille, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise, c'est tout de même un endroit où des travailleurs viennent chercher leur salaire, où d'autres fournisseurs prestent des services, vendent des marchandises contre rémunération. Et donc le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent ou du moins de ne pas en perdre. Et donc, lors de l'établissement financier, ce que je conseille à mes clients, c'est qu'ils n'aillent pas chercher, par exemple, des exemples de plans financiers sur Excel, sur Internet, pour essayer de gagner 1 000 € et éviter les conseils, que justement, ils viennent nous trouver, nous, en tant qu'experts comptables, avocats, réviseurs d'entreprise, notaires, pour justement les conseiller dans le plan financier et peut-être arriver à la conclusion que les fonds propres qu'ils ont décidé de mettre n'étaient peut-être manifestement pas suffisants, en effet. Antoine, on vient d'organiser la première rencontre interprofessionnelle entre les avocats stagiaires et les stagiaires experts comptables. Quel est ton retour? C'est une expérience à renouveler? Eh bien, écoute, je te remercie. Oui, je pense que le retour est plutôt positif de manière générale. Les interactions sont importantes entre deux professions. Comme ça a été dit pendant la présentation, on est dans un monde qui se complexifie et où l'hyper-professionnalisation est vraiment de plus en plus prenante. Et donc, il est important pour nous de communiquer et, comme tu l'as toi-même dit, de créer des ponts. Et je crois qu'on peut réitérer cette expérience pour traiter d'autres sujets, sachant qu'on a énormément de pans dans lesquels on se recoupe. Je pense de manière générale au droit de la faillite, par exemple, à la responsabilité pénale des entrepreneurs. On n'a pas abordé, par exemple, la question des abus de biens sociaux, mais c'est quelque chose d'extrêmement important qui intéressera tant les avocats que les experts comptables, ou même encore notre petit sujet favori à tous, qui est la prévention du blanchiment d'argent, qui sont des obligations auxquelles nous sommes soumis, ainsi que les experts comptables. Et donc, je pense que si l'envie y est, on aura l'occasion d'encore faire beaucoup de conférences de ce genre. Bonsoir Delphine, tu nous as entretenu ce soir des questions de responsabilité des fondateurs, des actionnaires et des administrateurs. Si tu devais résumer brièvement le message à faire passer pour les administrateurs en termes de responsabilité, qu'est-ce que tu nous dirais? Eh ben, ce que je conseillerais aux administrateurs qui viennent me voir, c'est que c'est vrai qu'on a constaté que la responsabilité des administrateurs peut être engagée pour de multiples raisons. Et donc ce que je conseillerais, c'est d'être vraiment entouré par des professionnels qui vont les aider à les guider
s'impliquer dans la bonne gestion de la société. Donc quand je parle de professionnels, je parle tant d'avocats que d'experts comptables ou même d'un bon réviseur d'entreprise. Deuxièmement, je pense que s'il se passe quelque chose dans la société que vous ne cautionnez pas en tant qu'administrateur, il faut absolument le faire acter dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Et si vos remarques ne sont pas prises en compte, il ne faut pas hésiter à nouveau à le dénoncer à la prochaine assemblée générale. Donc il faut vraiment couvrir ses arrières pour ne pas voir sa responsabilité être engagée. Se faire conseiller et puis ne pas hésiter à alerter la société Voilà, et l'Assemblée. C'est ça. Parfait, merci.